Nous recevons maintenant avec beaucoup de plaisir Amin Maalouf. Soyez le bienvenu. Vous êtes un grand écrivain, romancier, prix Goncourt 1998, multiprimé. Vous avez été élu il y a quelques semaines, le 28 septembre dernier, à la tête de l'Académie française. Rien que ça, succédant à Hélène Carrère d'Ancos, qui a été décédée mois d'août. D'abord, félicitations. Et au même moment, vous publiez Le labyrinthe des égarés. Alors, vous délaissez provisoirement, j'imagine, la matière fictionnelle, romanesque, pour vous interroger sur la marche du monde, avec ce très beau titre, Le labyrinthe des égarés. Alors là, on est vraiment perdu dans un labyrinthe. Par définition, on est perdu dans un labyrinthe. Alors, on est égaré, pourquoi? Pourquoi dites-vous? Pourquoi ce titre un peu intrigant? Parce que nous sommes effectivement, nous tous, les contemporains, nous sommes dans un monde que nous ne comprenons plus, qui n'a plus vraiment de règles, où il n'y a plus aucun mécanisme pour empêcher les conflits, pour éviter les tragédies. Chaque fois qu'on nous annonce une tragédie, elle va arriver, parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Quand une guerre commence, on sait qu'elle va se poursuivre indéfiniment, parce qu'il n'y a aucun mécanisme pour l'arrêter. Nous sommes dans un monde qui probablement a évolué très vite dans les domaines scientifiques, technologiques, économiques, et les mentalités n'ont pas suivi. Nous sommes perdus, nous avons vraiment besoin de repenser le monde et probablement de le réparer et de le reconstruire. Alors, vous allez nous aider quand même à mieux le comprendre. Vous êtes né au Liban, Amin Maalouf. Vous connaissez parfaitement la région. Cette région marquée aujourd'hui par cette guerre du Hamas contre Israël. Quelle est la spécificité de ce conflit-là, après tant d'autres? C'est un conflit qui dure depuis longtemps. Il y a parfois des moments extrêmement intenses, extrêmement insoutenables, comme ce qui s'est passé au début du mois. Et puis il y a aussi des constantes qui s'étalent sur les 80 dernières années. Mais cette guerre-là, précisément, cette guerre du Hamas contre Israël, est-ce qu'elle a quelque chose pour vous de particulier? Il y a des éléments un peu nouveaux. Par exemple, la plupart des guerres israélo-arabes ont été des guerres entre Israël et les pays arabes. Dans ce cas précis, c'est entre Israël et une organisation qui est palestinienne, qui a certains soutiens dans le monde arabe, mais qui n'a pas derrière elle un pays arabe. Donc, ça a un peu modifié le type de conflit. En même temps, les bases du conflit sont là, c'est-à-dire il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens qui n'a jamais été réglé et qui aujourd'hui prend une tournure tragique. Alors vous parlez de ces pays dans votre livre qui tentent d'asseoir un leadership. Vous en avez identifié 4 qui, dans l'histoire, ont œuvré dans ce sens. Le Japon, la Russie, la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, est-ce qu'ils ont aujourd'hui une autorité morale propre à trouver une sortie de crise dans ce conflit-là, précisément dont on parle? Traditionnellement, depuis quelques décennies, les États-Unis sont le seul pays qui assume un rôle de leadership dans cette région, qui essaye de trouver des solutions. Mais on a l'impression depuis quelques années que les États-Unis essaient de se retirer de la région, qu'ils n'essaient plus vraiment de trouver des solutions. Ce qui vient d'arriver avec l'envoi de bâtiments navals et de nouvelles forces est un peu à l'encontre de ce qui s'était passé dans les dernières années. On avait l'impression plutôt d'un retrait, et puis ce qui est arrivé a poussé les Américains à s'investir un peu plus. Les États-Unis restent la première puissance, évidemment. La Chine est loin derrière, et en même temps, les États-Unis ne jouent pas un véritable rôle de puissance tutélaire du monde, comme ils ont failli le jouer à la chute du mur de Berlin. Je crois que
à ce moment de l'histoire, ils ont eu la possibilité de jouer ce rôle. La première guerre d'Irak était un peu une matérialisation de ce rôle, mais j'ai un peu le sentiment que le leadership américain a atteint son degré d'incompétence à partir de ce moment-là. On a eu des dirigeants qui n'étaient pas toujours à la hauteur. Ceux qui étaient à la hauteur intellectuellement... Vous parlez de George Bush, par exemple, Junior? Oui, ou Trump. Ou Trump Ceux encore plus. ce qui était intellectuellement à la hauteur ne voulaient pas assumer ce rôle pour d'autres raisons. Je pense à Obama. Mais dans l'ensemble, les États-Unis n'ont pas assumer ce rôle de leadership qu'ils auraient pu assumer. Du coup, est-ce que vous craignez qu'on arrive à ce que le conflit se généralise et qu'on arrive peut-être à une troisième guerre mondiale, ce qui serait terrible, bien sûr? Nous sommes dans une phase que l'on qualifie de nouvelle guerre froide, qui est un affrontement au contour incertain. Bon, le risque d'une guerre est là, mais il y a d'autres choses aussi. Je pense que l'humanité aujourd'hui fait face à des périls énormes, le dérèglement climatique et les dérapages possibles de la technologie. Et nous avons besoin de faire face ensemble à ces périls et nous ne sommes pas en mesure de le faire parce qu'il n'y a pas il n'y a aucun mécanisme pour le faire. J'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, le monde est comme un véhicule où l'unique système de freinage, c'est d'entrer dans le mur. Ah, attends. Donc on va dans le mur. Quand on arrive à une crise majeure, une tragédie majeure, on est secoué, on se dit il faut trouver des solutions. Tant qu'on n'a pas de crise majeure, on accepte le ronron d'une actualité tragique. Mais vous réclamez le leadership américain, quelque part. Est-ce que c'est quoi être le leader, en fait? Est-ce que ça veut dire que dès qu'il y a un conflit dans le monde, j'arrive, j'emmène mes porte-avions, j'emmène mes avions? J'ai du mal à m'exprimer. Je ne dis pas que je le réclame. Je dis que les États-Unis auraient pu jouer un rôle, en quelque sorte, un rôle paternel par rapport aux autres puissances à un moment donné dans l'histoire, au début des années 90. Ils n'ont pas été en mesure de l'assumer. Je pense profondément qu'aucun pays ne devrait exercer une hégémonie. Je pense qu'un ensemble de pays importants, les États-Unis, la Chine, l'Europe surtout, parce que je pense que l'Europe est potentiellement une force de sagesse dans le monde. Un modèle? Un modèle, comme elle se voit parfois? Elle devrait être un modèle. C'est une force de sagesse, parce qu'elle a une expérience internationale qui, parfois, est traumatisante, mais en même temps qui lui a donné beaucoup de sagesse. Elle a l'expérience de ses propres conflits internes qui ont fait avancer moralement le continent. Je pense profondément que l'Europe devrait jouer un rôle déterminant pour refonder le monde, mais qu'elle n'a pas d'appétit pour ce rôle. Elle devrait le faire et elle ne le fait pas, en fait. Elle ne semble pas en voie de... Elle ne se donne pas les moyens de le faire. En revanche, c'est la Russie et la Chine qui ont de l'appétit pour justement refonder cet ordre international. Ils ont de l'appétit, ils contestent l'ordre occidental et en même temps, ils n'ont pas ce qu'il faut aujourd'hui pour assumer ce rôle. C'est-à-dire, la Russie ne propose pas un modèle. Elle conteste le modèle occidental, mais elle ne propose pas véritablement un modèle. Parce qu'il y a Elle a proposé du temps de l'Union soviétique, mais aujourd'hui elle ne propose pas de modèle. La Chine, c'est une grande réussite économique, avec des fragilités, mais il n'y a pas un modèle chinois qu'on peut proposer au reste du monde. Il y a un modèle occidental qui est en panne, et il n'y a rien en face. C'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes égarés, en fait. Amin Maalouf, à travers votre livre, se dégage, je trouve, une très très grande inquiétude et à la fois votre goût immodéré pour l'histoire que vous transmettez très bien dans cet ouvrage. Et j'allais dire, il faut lire la dernière phrase du livre. Alors je ne vais pas spoiler, comme on dit en mauvais anglais, mais vous dites, il n'est pas trop tard, nous avons parfaitement les moyens de sortir de ce labyrinthe. Encore faut-il commencer par admettre que nous nous sommes égarés. C'est là la solution? Encore le faut-il? C'est le début de la solution. Il faut comprendre
que nous nous sommes égarés. Il faut comprendre pourquoi nous nous sommes égarés. Et c'est un peu ce que j'essaie de raconter dans ce livre. Et à partir de là, chercher une porte de sortie. On en est loin. On en est loin, mais je ne suis pas du tout désespéré. Je pense que plus on comprend les complexités du monde et les périls qui nous menacent, plus on voudra, je l'espère, chercher des solutions et une porte de sortie. En fait, pardon, Lydie. Encore pour s'égarer, faut-il chercher. Pourtant, ce qui se passe dans la bande de Gaza, on a l'impression que ça fait des années que les grandes puissances, justement, ne faisaient rien. Et aujourd'hui, par exemple, pour la libération des otages, on a un pays comme le Qatar, qui est le seul pays qui arrive à parler aux deux parties. Est-ce que les cartes, elles sont en train de se redéfinir, finalement? Vous savez, il y a beaucoup de pays qui jouent des rôles au niveau régional, parce qu'ils se trouvent là, parce qu'ils ont des contacts avec les partis en présence. Mais je pense que c'est très ponctuel. Ça ne permet pas de résoudre les problèmes majeurs. Quand on voit arriver une tragédie, on sait qu'elle va se produire et que personne ne l'empêchera. On a vu par exemple le Nagorno-Karabakh, on l'annonçait depuis des mois, il va y avoir une tragédie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu qu'elle arrive. Il n'y a rien eu qui permette d'éviter la tragédie. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et je ne vais pas aller jusqu'à la question climatique. Nous voyons arriver les problèmes, nous avons tous les jours des indices, et en même temps, que faisons-nous réellement? À part quelques effets d'annonce, rien. Et en fait, vous décrivez des pays comme la Russie, la Chine, le Japon, qui ont cette espèce d'arrogance de vouloir, à un moment donné dans leur histoire, asseoir des leaderships, mais qui ne sont pas des modèles attractifs. Et l'Europe, qui en est un, on le voit bien, elle ne s'assume pas telle qu'elle. Elle s'auto-flagelle plutôt. Est-ce que c'est un peu ça? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que l'Europe a besoin de s'assumer. Elle a besoin d'affiner son modèle, de le définir, de le proposer au monde avec courage, et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et je pense qu'une partie de la solution doit partir de l'Europe. Benjamin, on n'oublie pas que notre invité est le nouvel immortel. Oui. Julien, pardon. Je dis Benjamin, mais c'est Julien, je vous regarde. Oui, j'avais juste une petite question, parce que Elisabeth le rappelait, 28 septembre 2023, ça fait presque un mois que vous avez été élu secrétaire perpétuel de l'Académie. Ce poste de secrétaire perpétuel, c'est pas rien quand même, on le rappelle, hein, il y a eu simplement 32, vous êtes le 32e depuis 1634. C'est pas mal, hein. Et élu au premier tour, ça fait rêver plus d'un, je pense, de candidats à différentes élections ici. Vous vous sentez comment un mois après? Je sens le poids de la responsabilité. Ouais. C'est une merveilleuse maison. C'est un lieu de sérénité dans un monde de turbulence. On a besoin de lieux où l'on puisse se réunir dans le calme et réfléchir à la langue, à la culture, à l'identité, à l'état du monde. Et je pense que c'est un lieu où une telle réflexion peut se produire. C'est une merveilleuse maison, vénérable maison de 400 ans, et j'ai envie de me mettre au service de cette maison. Il y a beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel est là, et il faut bâtir sur ce qui a déjà été bâti. C'est une magnifique maison, c'est une fierté culturelle. Il y en a certains qui vous regardent la maison et qui disent mais ils sont hors sol, complètement coupés du monde, justement. Ils réfléchissent au dictionnaire, alors que tant de choses, comme vous le dites dans votre livre, se passent extrêmement. Nous sommes un peu hors sol, mais nous avons besoin d'être hors sol. Et je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin d'institutions hors sol, de lieux hors sol, où l'on soit à l'abri des turbulences et dans la sérénité.